Le 13 juillet 2023, un architecte réputé de la ville de New York a été appréhendé en tant que principal suspect dans les meurtres de Gilgamesh. Le suspect, Rex Heuermann, présumé tueur en série de Long Island, n'avait pourtant rien d'un tueur de sang-froid qui persécute de pauvres jeunes femmes depuis plusieurs années déjà. Marié, père de famille, architecte reconnu et prospère, qui est Rex et quels sont les crimes qui lui sont reprochés? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons donc du cas de Rex Heuermann, un tueur en série qui a été appréhendé cette année en juillet. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous, ou du moins que je vais vous apporter des détails supplémentaires. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Merci à tous ceux qui le feront et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Rex Heuermann. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Cette affaire a plusieurs protagonistes. Il y a énormément de dates, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, d'écrire un maximum de dates au montage pour ne pas vous perdre et je vous conseille de rester concentré de votre côté. Tout a commencé lorsque des restes humains ont été retrouvés le 11 décembre 2010 à Oak Beach. Ces restes ont été découverts au même moment où la police était à la recherche d'une jeune femme de 24 ans nommée Shannan Gilbert. Bien que les restes humains ne soient pas ceux de Shannan, ils ont permis de lancer une enquête en parallèle qui allait durer de longues années et qui allait accumuler bien plus d'un cadavre. Nous sommes donc le 11 décembre 2010 et l'officier John Malia ainsi que Blue, son chien de recherche, faisaient un exercice d'entraînement le long d'Ocean Parkway à Oak Beach. La région avait une végétation abondante et la matinée était très froide, d'autant qu'il a légèrement neigé la veille, donc il y a une légère pellicule de neige qui recouvre le sol, ce qui avait rendu d'ailleurs l'exercice beaucoup plus difficile pour Blue et son petit flair. John ne s'attendait pas forcément à trouver quelque chose d'intéressant ce jour-là, et pourtant, son chien a subitement commencé à pister quelque chose. C'est Blue, accompagné de son maître, qui sont tombés sur des restes humains en état de décomposition avancée, à l'intérieur d'un sac en toile de jute qui se désintégrait également. Puisque aucun papier d'identité n'était sur place et que rien ne pouvait révéler son identité, la victime a été classée comme Jane Doe en attendant de savoir qui elle était vraiment. Contre toute attente, à peine 2 jours plus tard, ce n'est pas un ni deux, mais 3 autres cas de restes humains qui ont été trouvés à proximité à moins de 500 mètres de la première victime. Les femmes étaient enveloppées dans de la toile de jute ou dans d'autres matériaux et étaient liées avec du ruban adhésif ainsi que des ceintures. Les 4 victimes ont été appelées Jane Doe 1, 2, 3 et 4 en attendant de trouver leur réelle identité qui heureusement fut rapidement découverte. Les victimes ont donc été identifiées comme étant Maureen Brainard Barnes, une jeune femme âgée de 25 ans, Amberlynn Costello, âgée de 27 ans, Megan Waterman, 22 ans, et Melissa Barthelemy, 24 ans. Ces femmes ont rapidement été surnommées les 4 Gilgo par les médias, et les policiers ont très vite suggéré la piste d'un potentiel tueur en série. Les 4 victimes avaient beaucoup de points communs, qui les reliaient les unes les autres. Elles étaient toutes des jeunes femmes dans la vingtaine et qui travaillaient comme travailleuses du sexe. Les 4 femmes faisaient également toute leur publicité de leurs services sur le site Craigslist ou encore sur d'autres sites similaires. Bien que Melissa Barthelemy ait été la première victime à être retrouvée par les forces de l'ordre, la police a constaté qu'elle n'était pas la première des 5 femmes à disparaître. Oui, 5, puisque je vous rappelle que lorsqu'elle a été découverte, ils étaient à la recherche d'une autre femme, Shannan, dont j'y reviendrai un petit peu plus tard. Afin de connaître un petit peu la chronologie de leur meurtre et de leur disparition, les policiers ont donc recherché tous les avis de recherche afin de savoir qui avait disparu en premier. La première fut Maureen Brainard Barnes, qui a été vue pour la dernière fois à New York le 9 juillet 2007. Elle s'était rendue du Connecticut à Manhattan pour des raisons professionnelles et a été portée disparue par un ami le 14 juillet 2007 suivant,
après n'avoir eu aucune nouvelle de la jeune femme. Melissa Barthélémy était la deuxième victime à avoir disparu et c'était le 10 juillet 2009, soit 2 ans après la disparition de Maureen. Cette dernière avait prévenu un ami qu'elle avait un rendez-vous avec un homme, un client, et qu'elle serait de retour le lendemain matin, mais comme vous en doutez, Melissa n'est jamais revenue. C'est sa mère qui a déclaré sa disparition le 18 juillet 2009. La troisième victime, Megan Waterman, a été vue pour la dernière fois l'année suivante, le 6 juin 2010, au Holiday Inn, l'un des nombreux Holiday Inn qui étaient situés à New York, vers 1h30 du matin. Elle avait appelé son proxénète, disant qu'elle allait à l'épicerie près de l'hôtel, mais depuis cet instant, la jeune femme n'a plus jamais été vue. Cette dernière a été portée disparue le 8 juin 2010, puisque sa famille a été très surprise qu'elle n'ait pas appelé pour avoir des nouvelles de sa fille qui était seulement âgée de 3 ans à l'époque et qui était en ce moment chez ses grands-parents. La quatrième victime, Amberlynn Costello, quant à elle, a été la dernière de ces 4 femmes à être portée disparue, ayant été aperçue pour la dernière fois le 2 septembre 2010, finalement à peine quelques mois après la disparition de Megan. La dernière fois qu'elle avait été vue, c'était à sa résidence à West Babylon. On sait que la veille de sa disparition, elle a fait venir un client chez elle où l'un de ses colocataires faisait semblant d'être un petit ami jaloux et qui était contrarié qu'elle ait un client qui vienne à la maison afin d'expulser celui-ci tout en gardant l'argent, bien évidemment. Le client avait été décrit comme un homme grand, blanc, d'environ 1m80, qui était au milieu de la quarantaine avec des cheveux touffus, foncés et des grandes lunettes de type ovale des années 70. Il a été vu en train de quitter la résidence dans une Chevrolet Avalanche de première génération. Le lendemain, le client a demandé à revoir Amber, mais cette fois-ci évidemment pas à ses résidences à cause du petit ami. Celui-ci s'est fait plumer une fois, il n'a pas envie de se faire plumer une deuxième fois, même si je ne comprends pas pourquoi il prend le risque de se faire plumer une deuxième fois. En tout cas, la jeune femme a quitté sa résidence et n'a plus jamais été revue depuis. Voici donc la chronologie de ces 4 meurtres. La police a ensuite recommencé à fouiller toute la région une fois que la neige avait fondu en mars 2011, parce qu'avec la neige c'était forcément trop compliqué et ils auraient pu passer à côté de plusieurs preuves. Avec l'aide des chiens de recherche, la police des 2 comtés a poursuivi la recherche de preuves et était toujours, je vous le rappelle, à la recherche des restes potentiels de Shannan Gilbert, en partant du principe qu'elle aussi avait connu le même sort, même si un léger espoir qu'elle soit un jour retrouvée vivante était présent pour ses proches. Le 29 mars 2011, toujours aucune trace de Shannan, cependant l'horreur continue puisque une 5e victime a été retrouvée. Des restes partiels ont été découverts d'une victime qui était déjà connue des forces de l'ordre 8 ans auparavant. En effet, en 2003, des parties d'une femme avaient été découvertes à Manorville, un canton voisin. La femme avait été démembrée et les parties de son corps avaient été disposées un petit peu partout dans la région. La victime a plus tard été identifiée comme Jessica Taylor, une jeune femme de 20 ans qui, elle aussi, était en train de se prostituer lorsqu'elle avait disparu le 26 juillet 2003, lorsqu'elle se trouvait à un arrêt de bus à Manhattan. Après avoir trouvé ces autres restes humains, la recherche est forcément poursuivie, et ils ont trouvé encore une fois 3 autres ensembles de restes humains le 4 avril 2011. C'est complètement dingue qu'il y ait autant de cadavres dissimulés à ce même endroit. Toutefois, pas sûr que ce soit le même assassin, puisque cette fois-ci, les restes d'un homme asiatique encore non identifié et qui semble être mort depuis au moins 5 à 10 ans fait partie de ces 3 corps retrouvés, ce qui change totalement de toutes les femmes dans la vingtaine prostituées qui avaient été retrouvées. Sa cause de décès a été considérée comme un homicide malgré tout, et il a été d'ailleurs rapporté qu'il a été tué d'une manière différente de celle des autres victimes trouvées à Gilgobish. Dans ces 3 dernières victimes retrouvées, les restes partiels de la tête, des mains et du pied droit d'une femme ont également été retrouvés et ont été déclarés sous le nom de Jane Doe numéro 6. La police a ensuite pu assembler ces restes à un torse qui avait finalement été retrouvé à Manorville en novembre 2000, et donc je n'imagine pas les journées atroces de travail où tu dois te lever le matin en disant qu'aujourd'hui tu vas faire un petit puzzle avec les membres du corps d'une victime. Ça doit vraiment être particulier comme métier. C'est bien plus tard, en 2020, que cette victime a enfin pu être identifiée comme étant Valérie Mack grâce à la généalogie génétique.
Sans surprise, elle aussi, elle se prostituait et elle avait disparu peu de temps avant que les premières parties de son corps ne soient retrouvées en novembre 2000. Elle n'avait malheureusement jamais été portée disparue et c'est la raison pour laquelle cette pauvre femme n'a été identifiée que si tard dans l'enquête. La troisième victime des restes humains trouvés le 4 avril était située très près de Valérie et sauf erreur de ma part, elles n'ont toujours pas été identifiées en 2023. Et là, accrochez-vous bien, surtout pour les parents, les restes étaient ceux d'un enfant, enfin du moins d'un bébé, âgé de 18 à 24 mois avec une cause de décès inconnue. Cependant, contrairement aux autres victimes, le tout petit avait été enveloppé dans une couverture et ne montrait aucun signe visible de traumatisme. Avec la couverture, elle portait également des boucles d'oreilles en or ainsi qu'un collier en or. Ce bébé, qui était une petite fille, a reçu le nom de Baby Doe. Ensuite, le matin du 11 avril 2011, la police a trouvé deux autres ensembles partiels de restes humains plus loin dans le parc océanique qui se trouvait près de John Beach. Et comme vous le voyez, ça ne s'arrête pas, c'est tout de même le 8e reste humain que l'on est en train de retrouver. Cette fois-ci, un reste partiel correspondant avait déjà été trouvé sur Fire Island à New York en 1996. Et les parties de ce corps humain avaient été surnommées Fire Island Jane Doe, lorsque donc ils avaient été découverts en 96, et cette fois-ci a donc été connue sous le nom de Jane Doe numéro 7. Et cette femme a d'ailleurs été récemment identifiée en août 2023, donc c'était il y a 2 mois, comme étant Karen Vergata, une jeune femme portée disparue depuis 1996. La deuxième victime retrouvée ce jour-là n'était pas initialement liée à cette enquête, mais en 2016, les autorités ont annoncé qu'elles avaient fait correspondre les restes à un Jane Doe trouvé en juin 1997 à Lakeview, à New York. Ces restes avaient été retrouvés dans un grand récipient vert qui était situé à Rubbermaid. Cette femme avait un tatouage qui était assez visible et qui ressemblait à une pêche, et donc, suite à ce tatouage, on lui avait donné le nom de Peach Jane Doe. De plus, par la suite, ils ont pu confirmer que cette femme était la mère de Baby Doe qui avait été trouvée le 4 avril 2011. Donc ce qui est encore plus terrible, c'est que la mère et le bébé avaient été tués en même temps. Et je vous rappelle que pendant tout ce temps, la recherche de Shannan Gilbert était toujours en cours. Le nombre de victimes retrouvées n'a fait que d'exploser depuis, laissant encore plus le doute quant à un tueur en série dans l'esprit des policiers. Certains commençaient également à spéculer quant au fait qu'il y a en réalité plusieurs tueurs qui, par pure coïncidence, ont tous choisi le même endroit pour se débarrasser de leurs victimes. Puisque certaines victimes avaient des styles vestimentaires différents, ou que la manière d'être jetée dans la nature pouvait être différente selon certaines victimes, il était en effet probable que ce soit plusieurs assassins. D'autres pensaient que le tueur avait vieilli depuis sa première victime, puisque ça remonte dans les années 90, et de ce fait, l'homme n'était plus forcément apte physiquement à se débarrasser de ses victimes de la même manière qu'auparavant, d'où le changement de mode opératoire. Toutefois, rappelez-vous le Green River Killer, dont on a fait une vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'homme, qui était très malin, changeait régulièrement de mode opératoire, ce qui a pu éloigner les policiers de lui durant un bon moment. Donc c'est tout à fait possible que ce tueur en série l'ait également fait. C'est finalement à la fin de l'année 2011, en décembre, que les forces de l'ordre ont enfin, parmi tous les cadavres retrouvés, réussi à mettre la main sur Shannan Gilbert. Malheureusement, ce sont les restes de la jeune femme qui ont été retrouvés. Celle-ci était morte depuis déjà plusieurs mois. Au départ, les autorités ont annoncé que la jeune femme est peut-être morte de manière tout à fait accidentelle et qu'elle ne serait pas forcément liée aux 10 homicides précédents. Mais pour les parents, il était impensable de se dire que Shannan s'était rendue ici d'elle-même et qu'elle était morte d'une manière accidentelle. Alors, ils ont demandé une contre-expertise et encore une fois, ça va être une longue affaire qui va être lancée. J'espère que vous avez réussi à suivre et que vous n'êtes pas trop perdu. Alors avant de passer au nouveau chapitre de cette vidéo, je vous mets pendant quelques secondes à l'écran un petit récapitulatif des victimes qui ont été retrouvées ainsi que les dates. Comme je vous le disais, les parents de Shannan n'étaient pas du tout en accord avec la théorie des policiers, comme quoi leur fille serait morte entre guillemets, bien sûr, bêtement, de manière accidentelle,
dans un endroit où elle n'aurait jamais été d'elle-même, et ils ont voulu faire une contre-expertise. Je vais donc vous raconter l'histoire de Shannan pour que vous compreniez pourquoi, pour ses parents, il était impensable que ce soit un accident. Le 1er mai 2010, Shannan Gilbert était une travailleuse du sexe qui postait ses annonces en ligne sur le site Craigslist. Shannan avait 23 ans et était originaire d'Ellenville, dans le comté de New York. La jeune femme était très intelligente au point d'obtenir son diplôme à l'âge de 16 ans seulement. L'adolescente rêvait de devenir actrice ou encore chanteuse. Elle avait eu un début difficile dans la vie et rêvait en grand, et c'est tout à son honneur. Une majeure partie de son enfance avait été passée en famille d'accueil, à être baladée de maison en maison. Pourtant, elle était une jeune fille douce, gentille et très protectrice. Quoi qu'il en soit, afin de réaliser ses rêves, elle a choisi de s'installer à New York en espérant y avoir plus d'opportunités. Une fois sur place, elle cherchait du travail et avait répondu à une offre pour du mannequinat, ce qui aurait pu être un premier pas dans le milieu, voire même d'être repéré par la suite. Malheureusement, comme ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, ce n'était pas du tout une vraie annonce pour être mannequin, et Shannan s'est rapidement retrouvée embourbée dans l'industrie du travail du sexe. Pour revenir au 1er mai 2010, un client l'a contacté suite à son annonce et lui avait proposé 400 $ pour 2 heures de temps, une offre que la jeune femme a acceptée. Alors, je ne connais pas du tout les tarifs des prostituées, donc je ne sais pas si ça représente beaucoup d'argent ou non. Personnellement, je trouve que 400 $, ça me paraît être une grosse somme, donc je pense que c'est ce qui l'a fait aller à ce rendez-vous. Tôt dans la matinée, elle et son chauffeur, Michael Pack, se sont rendus à Long Island pour rencontrer le client chez lui. Shannan est évidemment entrée seule chez l'homme, mais son chauffeur est resté dans son véhicule à l'extérieur en attendant que les 2 heures passent. Alors son chauffeur, j'imagine qu'il est payé par son proxénète, voire même que c'est lui-même finalement qui lui sort de chauffeur. Environ 1 heure après le début du rendez-vous, Shannan aurait commencé à agir de manière complètement irrationnelle et aurait soudainement été terrifiée. Le client est sorti de son domicile et s'est dirigé vers Michael, le chauffeur, lui demandant de faire sortir Shannan de chez lui parce qu'elle était hystérique, mais même le chauffeur, qui pourtant la connaissait très bien, n'a pas réussi à la convaincre de sortir de chez le client. La jeune femme, qui semblait complètement paniquée, s'est enfermée dans une pièce de la maison et a appelé le 911, refusant complètement d'entrer dans le véhicule de Michael et était convaincue que les 2 hommes essayaient de la tuer. Le chauffeur n'a jamais su ce qu'elle avait et ce qui avait bien pu se passer chez son client pour qu'elle agisse subitement de la sorte, puisqu'il a déclaré d'ailleurs ne l'avoir jamais vue dans un état pareil auparavant. Selon l'appel du 911, la jeune femme semblait être sous l'influence de substances. Pourtant, selon le chauffeur de Shannan, elle était complètement sobre, elle ne prenait ni d'alcool ni de drogue, et lorsqu'il la voyait, elle n'avait pas l'air d'être sous substance. Après, on ne sait pas ce que le client a pu faire à la jeune femme. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était toujours en ligne avec le 911, la jeune femme s'est enfuie à pied, frappant aux portes des voisins pour demander de l'aide avant de reprendre la fuite à chaque fois qu'un voisin ouvrait la porte. Alors probablement que là aussi elle pensait que ces personnes voulaient les tuer, je n'en sais rien, mais elle n'a pas arrêté de s'enfuir. Michael conduisait derrière elle avec sa voiture en essayant à travers sa vitre de lui dire de revenir, de rentrer avec lui, de la convaincre de rentrer dans le véhicule, mais il n'y avait absolument rien à faire. Shannan était hystérique, elle ne voulait rien entendre et elle était plus que paniquée. La jeune femme a réussi à prendre la fuite en passant par des petites rues et Michael était à bord d'un véhicule, elle n'a pas pu passer par ces endroits pour réussir à la reprendre, et depuis, plus personne ne l'a jamais revue. Il n'y a qu'un seul voisin qui a déclaré l'avoir aperçue en disant qu'il avait vu au loin cette femme partir et qu'il y avait un homme qui semblait la suivre à pied. Mais rien de plus. Depuis, elle avait disparu et l'appel du 911 s'était brusquement terminé. Lorsque des policiers sont arrivés sur place, le client ainsi que le chauffeur ont rapidement coopéré avec la police et ont été libérés de tout acte répréhensible. C'est le lendemain, quand Shannan n'est pas rentrée à la maison, que son petit ami a tenté de déposer un rapport de personne disparue, mais il a affirmé que personne n'a accepté de prendre sa déposition. La mère de Shannan, Mary Gilbert, a elle aussi été déposé un rapport de personne disparue après avoir été renvoyée d'une juridiction à l'autre. En fait, personne ne voulait la croire. En plus de ça,
Même lorsqu'elle a enfin réussi à ce que quelqu'un prenne sa déposition, elle a affirmé que les forces de l'ordre du New Jersey ne considéraient pas du tout la disparition de Shannan comme une préoccupation majeure. La preuve en est, il a fallu 6 mois avant que l'appel au 911 ne soit lié à la disparition de Shannan. C'est aussi pour ces raisons que sa famille a décidé de demander une contre-expertise. Pour eux, la police refuse de prendre cette disparition pour quelque chose de sérieux et dès le départ de cette affaire. Dans celle-ci, les forces de l'ordre étaient là moins d'une heure après l'appel du 911 la nuit où Shannon a disparu et ils n'ont trouvé aucun signe d'elle. Et pourtant, ils n'ont absolument pas cherché à la retrouver. Deuxièmement, ces vêtements ont été trouvés séparément et son soutien-gorge avait été coupé proprement entre les bonnets. Enfin, la deuxième autopsie a montré que son os hyoïde avait été brisé et c'est un os qui est situé en gros vers là. Et donc ça montre que potentiellement la jeune femme avait été étranglée si fort que l'os s'était brisé. Ceci ainsi que la position de son corps lorsqu'elle a été retrouvée a conduit le deuxième médecin légiste, donc dans la contre-expertise, a déterminé que Shannan avait été étranglée à mort, rendant son meurtre similaire à celui des autres victimes. Mary Gilbert a été saluée par toute sa communauté comme une héroïne pour avoir insisté auprès des forces de l'ordre pour qu'ils recherchent enfin Shannan, car c'était tout de même, je vous le rappelle, la recherche de cette dernière qui avait commis à la découverte de près d'une dizaine d'autres victimes. Donc heureusement que Mary Gilbert n'a jamais rien lâché. Malheureusement, cette femme a connu elle aussi un tragique destin, elle ne verra jamais le meurtrier de sa fille derrière les barreaux, puisqu'elle a à son tour été assassinée en 2016, cette fois-ci par son autre fille, Sarah, qui avait connu de graves soucis de santé mentale. Après la découverte de Shannan Gilbert, la population était forcément très en colère et accusait la police de ne pas du tout se soucier de toutes ces personnes disparues sous prétexte qu'elles étaient des travailleuses du sexe et que donc pour eux, elles comptaient bien moins que n'importe quel cadre. Ensuite, coup du sort en 2016, lorsque le chef de la police du comté de Suffolk, donc qui travaillait sur cette affaire, James Burke, a été accusé de multiples violations des droits civils et de complot. On a découvert que le policier arrêtait régulièrement des prostituées pour les abuser pendant qu'il était en service, qu'il a fait pas mal de corruption et qu'il violentait même certains accusés. Mais si je vous parle de ça, c'est surtout parce que avant son licenciement, eh bien comme par hasard, c'était lui l'inspecteur en chef de l'enquête sur les meurtres de Gilgobish, et ce dernier avait toujours fait tout son possible pour empêcher le FBI d'aider à l'enquête. Heureusement, après la condamnation de ce dernier, le FBI a enfin pu prendre la relève et l'enquête a pu avancer. En ce qui concerne les suspects, il y avait eu jusque-là très peu de pistes. Selon les enquêteurs, au début des meurtres, le meurtrier aurait été au milieu de la vingtaine, voire peut-être de la trentaine, se rapprochant doucement de la quarantaine. Ils ont déclaré que cet homme serait très familier avec la côte sud de Long Island et ressemblait forcément à un monsieur tout le monde, voire même votre voisin idéal. Ils ont également théorisé que l'homme pouvait avoir une connaissance intime des techniques policières qui l'auraient aidé à échapper à la capture depuis tant d'années, puisque les meurtres remontant aux années 90, ça fait déjà presque 20 ans pour eux à ce moment-là que l'homme tuait des pauvres jeunes femmes. Au fil des ans, il y a eu des spéculations autour d'un homme qui aurait pu commettre tous ces crimes. Cet homme, c'est John Bitrolf, un criminel qui a été reconnu coupable de meurtre lors de l'année 2017 pour la mort de 2 travailleuses du sexe dans le comté de Suffolk. Il avait vécu dans la région un long moment de sa vie, il était charpentier et était passionné par la pêche et la chasse. Les policiers ont à juste titre pensé que les 2 compétences d'être charpentier et chasseur auraient pu largement être utilisées pour se débarrasser des corps de ses victimes. Il est d'ailleurs également étroitement lié à l'une des victimes, Melissa Barthélémy, et aurait possiblement été l'un de ses clients. Mais tout ceci, malheureusement, n'est resté qu'au stade de spéculation, puisque aucune preuve n'a jamais été trouvée le reliant au meurtre d'Eggy Gobish. Il purge de toute façon actuellement une peine de prison de 50 ans, il restera donc toute sa vie derrière les barreaux et a toujours nié être impliqué dans ces meurtres. Il a ensuite fallu attendre le mois de janvier de l'année 2020, donc il y a un peu plus de 3 ans,
pour que les enquêteurs publient la première série de preuves photographiques au grand public. Les images montrent notamment une preuve qui est une ceinture avec les initiales soit HM ou alors WH si jamais on la retournait. En février 2022, les autorités ont annoncé la création du groupe de travail sur les homicides de Gilgobish. Et depuis, il n'y a presque rien eu de nouveau, ou du moins d'intéressant dans l'enquête, malgré qu'elle ait été relancée, jusqu'au 13 juillet 2023. Ce que je vous rassure, cette affaire n'est pas du tout irrésolue, elle est d'ailleurs toujours en cours. Ce jour-là marque le début d'un tournant décisif dans cette affaire, puisqu'une arrestation a enfin été faite. Les autorités ont arrêté Rex Heuermann, un homme de 59 ans, dont je vous fais un rapide petit portrait. Rex Heuermann est né durant l'année 1964 à New York, des parents Dolores et Theodore Heuermann. On ne sait pas grand-chose de sa vie tant elle semble avoir été calme et paisible, pleine de réussite et de gloire. Rex a vécu à Long Island tout au long de sa vie, il a fréquenté l'école secondaire avec l'acteur Billy Baldwin à la Berner High School de Massapequa et a obtenu son diplôme en 1982. Le jeune homme s'est ensuite inscrit dans une école pour devenir architecte et a réussi avec brio ses études. Rex est également un chasseur passionné, connu pour faire souvent des voyages de chasse avec des amis, et en 1988, alors qu'il était âgé de 24 ans, il a malheureusement été impliqué dans un terrible accident de voiture où il était accompagné de son frère cadet, Craig Heuermann. Son frère était au volant lorsqu'il a percuté de plein fouet une voiture de police. Le capitaine de police Buskey qui était à bord de ce véhicule est malheureusement décédé sur place. Rex a subi une blessure au niveau de son visage et a donc été conduit à l'hôpital pour y soigner ses blessures, et une fois qu'il a pu sortir, il s'est retrouvé directement en garde à vue puisque l'accident avait tué un homme. Son frère Craig a plaidé coupable de meurtre par négligence criminelle et de conduite sous l'influence de stupéfiants. Rex a évidemment été sorti d'affaire puisqu'il n'était en rien responsable de cet accident, et il a par la suite fondé une entreprise en 1994 nommée RHC. Le cabinet, qui a maintenant presque plus de 30 ans d'expérience, travaille avec les principales agences de la ville de New York. Elle est extrêmement réputée et elle a sûrement participé à des projets architecturaux que l'on a tous déjà vus dans des films, des documentaires mettant en scène la ville de New York ou pour ceux qui les ont déjà vus en vrai. L'entreprise est très respectée avec plusieurs contrats avec le gouvernement fédéral américain, la ville de New York ainsi que la Trump Corporation. On ne sait pas grand-chose concernant son mariage, toutefois l'homme s'est marié avec une femme nommée Asa Elrup, une femme qui travaille au Long Island Jewish Medical Center. Le couple a 2 enfants et à part le fait que l'un de leurs enfants est une fille nommée Victoria, nous ne savons guère plus de choses quant à la vie de Rex Heuermann. Je pense évidemment que plus de choses sortiront à son sujet dans les années qui suivent, mais pour le moment, nous sommes au tout début de l'enquête. Enfin, du moins, ça dépend de comment on voit l'enquête, puisqu'en réalité, elle a commencé il y a plus d'1 décennie. Alors maintenant que vous avez le portrait de Rex Heuermann, que s'est-il passé et pourquoi a-t-il été accusé? Toute la communauté a évidemment été choquée par son arrestation, disant qu'elle n'avait rien vu de suspect de la part de l'homme. Après tout, cet homme est décrit comme quelqu'un de grand, bon certes un petit peu imposant, mais personne ne pouvait croire qu'il était un tueur. C'était un symbole de réussite pour énormément de personnes. Il avait une belle femme, des beaux enfants, une énorme carrière qui l'avait rendu riche. Cet homme pesait quand même plus de 7 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Donc pour beaucoup de personnes, c'était complètement impensable qu'un homme comme celui-ci pouvait être responsable d'une dizaine d'homicides. Sa femme a dit elle-même qu'elle était complètement choquée et qu'elle ne savait rien de sa double vie potentielle, malgré leurs 27 ans de mariage. Rex s'est alors vu arrêté et accusé de meurtre au 1er et au 2e degré dans les cas de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello. La police pense également qu'il est le responsable dans la mort de la jeune Maureen Brainard Barnes et d'innombrables autres meurtres. Mais dans ce genre d'affaires, il faut avoir un maximum de preuves avant d'accuser quelqu'un de tous les meurtres qu'ils trouvent. Donc ils préfèrent pour le moment l'accuser pour les meurtres dont ils ont la quasi-certitude, entre guillemets, qu'il est l'assassin.
Rex a évidemment immédiatement clamé son innocence, il a plaidé non coupable de toutes les accusations lors de sa première audience préliminaire. Après son arrestation, des informations sur comment les policiers ont fait le lien entre l'assassin et la mise de Rex en tant que suspect sont sorties au grand jour. Et heureusement, puisque c'est vrai que là, ça sort un petit peu sorti de nulle part. Vous devez sûrement vous demander, mais comment ils sont passés d'une dizaine de meurtres non résolus découverts en 2010 à subitement, on vient d'arrêter un homme. Eh bien, les premiers indices étaient des enregistrements téléphoniques des victimes et des téléphones jetables que les policiers pensent être utilisés par Rex. Il semblerait également que le tueur avait utilisé le téléphone de Melissa Barthélémy pour appeler sa sœur de 16 ans, Amanda, avec des appels téléphoniques à caractère injurieux. L'appelant a dit des choses comme ceci. Est-ce que tu es la petite sœur de Melissa? Sais-tu ce que fait ta sœur? C'est une... L'appelant a ensuite poursuivi en expliquant des détails explicites sur son agression sexuelle ou encore son meurtre, bref, des choses vraiment horribles. L'homme au téléphone a utilisé le portable de Melissa au total 7 fois, et lors de l'un de ses appels, les forces de l'ordre ont pu trouver un signal venant de Midtown Manhattan, près du bureau de Rex Overman. Les preuves ont montré que le tueur a utilisé le téléphone de Melissa, Megan et Maureen quelques jours après leur disparition pour vérifier les messages vocaux. Plusieurs autres membres de la famille ont déclaré avoir été harcelés par quelqu'un qui prétendait savoir ce qui était arrivé à leur fille. Les appareils téléphoniques saisis de l'homme ont également montré une obsession pour les victimes, l'affaire et même la famille des victimes. Il avait essayé de savoir qui ils étaient, où ils vivaient et comment les contacter. Et comme par hasard, eh bien, tous ces appels ont subitement pris fin après son arrestation, ce qui prouve une fois de plus que c'était bel et bien lui qui s'amusait à appeler les familles des victimes pour leur raconter les immensités qu'il avait fait à ses filles. Un expert en psychologie a affirmé qu'il s'engageait probablement dans ses comportements, donc tous ces appels injurieux, ces recherches sur Internet, comme étant un moyen de revivre le frisson qu'il avait lorsqu'il tuait ces jeunes femmes. D'autres preuves montrent que les téléphones jetables auraient été utilisés par Rex pour entrer en contact avec les 4 femmes avant leur disparition et dans des endroits où elles ont été retrouvées et ont disparu. D'ailleurs, au début de l'enquête du groupe de travail en mars 2022, ils ont pu confirmer que l'homme d'affaires possédait une Chevrolet Avalanche de première génération à l'époque des meurtres, en particulier pendant le meurtre d'Amber, la même qu'un témoin lié à son cas avait déclaré auparavant. La Chevrolet Avalanche a été saisie dans la maison du frère de Rex, Craig, qui était situé en Caroline du Sud après son arrestation. Ils ont également découvert des preuves d'ADN qui ont maintenant été liées à Rex. Des poils ont été trouvés sur certaines des victimes, en particulier sur Maureen, Megan et Amber. L'un des cheveux de sa femme, Azael Rupp, a également été retrouvé sur la ceinture, qui a elle été découverte sur le corps de Maureen. Un cheveu masculin avait également été trouvé sur Megan, et ce dernier a été testé contre l'ADN d'une boîte à pizza que la police a vu Rex jeter à la poubelle devant son bureau de Manhattan. Ça me fait vraiment rire et j'aimerais trop un jour, enfin je le serais pas, mais j'aurais trop aimé être l'un de ces policiers, de ces détectives à espionner et aller chercher des trucs dans la poubelle pour pouvoir récolter de l'ADN. Je trouve ça génial. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait et ils l'ont bien fait, puisque l'ADN trouvé sur cette fameuse pizza excluait 99,98% de la population et correspondait aux cheveux trouvés sur Meghan. Il a également été publié que sa femme, Asa, n'était pas en ville à l'époque de la disparition de Megan, Melissa et Amber. Alors je vous rassure, elle n'est pas du tout considérée comme une suspecte, ni elle ni leurs 2 enfants d'ailleurs qui sont adultes ne sont considérés comme étant impliqués dans les meurtres, et justement ça montre que la plupart des meurtres ont été commis lorsque Asa et les enfants étaient absents de la maison. Sa femme a évidemment demandé le divorce après l'arrestation de Rex. Au moment de son arrestation, Rex Overman avait un téléphone jetable sur lui. Ce téléphone était connecté à un compte de messagerie connu dans les documents judiciaires sous le nom de Talk Email Account, qui était lié à des milliers et des milliers de recherches sur Internet liées aux travailleuses du sexe, à la pornographie sadique, liées à la torture et au matériel enfantin inapproprié. Le compte de messagerie a également été utilisé dans plus de 200 recherches entre mars 2022 et juin 2023, liées à des tueurs en série actifs et connus, aux disparitions et meurtres spécifiques de Maureen Brenner Barnes,
Melissa Barthélémy, Megan Waterman et Amber Costello et à l'enquête en règle générale sur tous ces meurtres. Après l'arrestation, les enquêteurs ont passé près de 2 semaines à parcourir de fond en comble toute la maison de Rex. Les nouvelles ont montré que les preuves ont été supprimées pendant des jours. La maison est située dans le parc Massapequa, de l'autre côté de la baie où la majorité des restes humains ont été retrouvés. Les enquêteurs ont terminé leur perquisition de la maison le 25 juillet 2023, après que le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, qui poursuit cette affaire, a parlé de la quantité massive de preuves qui ont été recueillies dans la maison de Rex Heuermann. Ce dernier était en possession de 92 armes de poing et ils ont trouvé une chambre forte qui contenait à la fois des armes de poing et d'autres fusils. Les forces de l'ordre ont décrit les voûtes d'armes comme un réel arsenal et ont conclu qu'il y avait jusqu'à 300 armes à feu chez lui. Alors je veux bien que les Américains ils adorent les armes à feu, mais au point d'en avoir 300 chez lui, je pense au bout d'un moment monsieur il faut peut-être pas abuser quoi. En tout cas, la première comparution devant le tribunal de Rex était le 1er août 2023. C'est à ce moment-là que l'accusation a présenté 13 éléments de preuve impliquant qu'il ne s'agissait que du premier lot de preuves et qu'il en restait tout un tas d'autres. Les autorités du Nevada et de Caroline du Sud examinent également des liens vers d'autres cas non résolus puisque Rex Heuermann possède une multipropriété à Las Vegas depuis l'année 2004. Il possède également une grande propriété en Caroline du Sud qu'il visitait régulièrement et donc à tout moment il aurait pu également tuer d'autres femmes là-bas. D'ailleurs les forces de l'ordre ont également saisi plusieurs unités de stockage appartenant à Rex dans le but d'essayer de trouver on ne sait quoi à l'intérieur pouvant le relier à un quelconque meurtre. Évidemment, toutes les personnes qui connaissaient réellement Rex Heuermann dans le privé commencent à présenter peu à peu des histoires troublantes sur la personne qu'il était avant son arrestation. Une ancienne collègue a déclaré qu'il l'avait même suivi sur une croisière. C'est vraiment étrange. Ce dernier aurait déclaré « Je t'avais dit que je pouvais te trouver n'importe où ». Donc visiblement, même avec ses collègues, l'homme faisait froid dans le dos. Les responsables de New York, du New Jersey, de Caroline du Sud, de Las Vegas et du Connecticut examinent leurs cold cases et les cas de personnes disparues pour voir s'il y a des liens ou non avec Rex. Depuis son arrestation, des conseils ont été avancés alléguant un lien entre l'homme et les victimes de certaines affaires qui étaient jusque-là toujours irrésolues. L'un de ces cas est celui de Julia Ann Bean, qui est portée disparue depuis le 31 mai 2017. Un témoin aurait vu Julia le jour de sa disparition avec un grand homme qui correspondrait étrangement à l'apparence de Rex Heuermann. Il y a également 2 autres victimes de meurtres démembrés non identifiés qui pourraient être liées à cet homme. Pour le moment, Rex Heuermann a seulement été accusé du meurtre de Melissa Barthélémy, Megan Waterman et Amber Costello, et il reste le principal suspect dans les meurtres de Maureen Brenner-Bars, Valerie Mack, Jessica Taylor, Karen Vergata, Asian Male Doe, Peach Jane Doe et Baby Jane Doe. Vous en doutez, l'homme est toujours en l'attente de son procès, comme il y a beaucoup de preuves à passer en revue, et qu'il se peut qu'il y ait entre-temps d'autres accusations. Il est fort probable que son procès ne commence pas avant l'année 2024, et je vous tiendrai évidemment au courant de l'avancée de cette affaire, qui m'étonne énormément, je suis complètement subjugué par celle-ci, et c'est complètement fou de retrouver des tueurs en série qui ont sévi pendant tant d'années, une dizaine d'années après. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de cette affaire. J'espère que Rex Heuermann finira par se déclarer coupable et de nous livrer un récit sur tout ce qui s'est passé, ce qui l'a poussé à tuer toutes ces femmes. Peut-être même qu'on aura une petite biographie et que d'ici 1 ou 2 ans, je pourrai vous refaire cette affaire, mais avec une énorme update concernant sa vie et tous les meurtres qui ont suivi. N'hésitez pas à rester connecté, à regarder régulièrement l'onglet communauté, surtout durant l'année 2024, pour que vous soyez tenus au courant de tout ce qui se passe concernant Rex Heuermann, l'avancée de ce procès. Personnellement, je pense qu'il sera dans tous les cas reconnu coupable des meurtres, puisqu'il y a tout un tas de preuves contre lui. Alors, des meurtres de qui et de combien de personnes ? Ça, c'est la bonne question, c'est ce qu'on saura lors du procès. Je pense également qu'il sera reconnu pénalement responsable de ces crimes, puisque ce n'est pas quelqu'un de malade psychologiquement parlant, donc il n'y a aucune raison qu'il échappe à la prison. Je ne sais pas s'il y a la peine de mort
Dans cet état, je me renseignerai et je vous dirai au montage, mais si c'est le cas, potentiellement qu'il aura le droit à la peine de mort, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il finira sa vie derrière les barreaux, puisqu'il ira probablement en prison pour une peine à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, du moins c'est tout ce qu'on souhaite, mais je suis quasiment sûr que c'est ce qui va se passer, j'en mets presque ma main à couper. En tout cas, restez connectés, je vous donnerai les suites de cette affaire. Et c'est donc tout pour l'affaire de Rex Heuermann. J'espère que cette affaire vous aura intrigué et plu, et surtout qu'elle était encore inconnue pour vous, ou du moins que vous n'aviez pas déjà autant de détails concernant cette affaire. Normalement non, puisque bon, cet homme a tout de même été arrêté en juillet 2023. Il y a encore sûrement des choses qui vont sortir dans les semaines à suivre. Donc j'espère en tout cas avoir apporté mon petit grain de sel à cette affaire. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires. N'hésitez pas à la partager, à nous soutenir. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. À très bientôt. Ciao.